Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Le journal de Monaco a désormais de nouveaux locaux, une rénovation dans le cadre de la modernisation de l'administration. La Fondation Prince-Pierre de Monaco vient de dévoiler le nom du lauréat du prix international d'art contemporain. Il s'agit de Rosa Barba. Le Parc Palace se dote d'une conciergerie postale, une expérimentation avec la Poste de Monaco. Chaque année, elle est attendue avec impatience, la braderie des commerçants, la présentation de cette nouvelle édition dans ce journal. Et enfin, notre invité du week-end. Aujourd'hui, nous recevons un des cofondateurs du Mix, Jean-Albert Vergniaud. Nous parlerons bien sûr du monde de la nuit. En ouverture de ce journal, je vous propose de découvrir les nouveaux locaux du journal de Monaco. Des locaux entièrement rénovés dans le cadre de la modernisation de l'administration. Vanessa Dessy a assisté à l'inauguration. Appelé autrefois l'Éden, le journal de Monaco est à l'image de la principauté. Une principauté à l'époque représentée dans des livres de voyage, tel un paradis perdu avec sa végétation luxuriante. Le journal de Monaco, comme nous le connaissons aujourd'hui, n'est donc pas tout à fait identique au premier exemplaire édité. D'information générale, il est au début constitué de multiples articles de thèmes culturels, économiques et sociaux. Les princes avaient voulu doter le pays d'un périodique et c'est à la fin du XVIIIe siècle que le premier courrier de Monaco paraît entre 1769 et 1775. Ça n'a pas duré et lors de la Restauration, en 1815, le prince Honoré V a essayé de lancer un deuxième courrier de Monaco qui n'a pas duré non plus. Il faut donc attendre 1858, sous le début du règne du prince Charles III, au moment où la principauté connaît un développement considérable sous son impulsion, avec évidemment l'appui de la Société des Bains de Mer, puisque le journal de Monaco est édité à l'époque par la Société des Bains de Mer. Cela fait partie de son cahier des charges. Et puis progressivement, donc le titre qui est originellement l'Éden devient le journal légal officiel de Monaco, qui d'ailleurs a été en quelque sorte sacralisé puisque dans la Constitution de 1962, il figure comme étant effectivement le journal officiel de la principauté. Les locaux du journal de Monaco ont été entièrement rénovés. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration et plus particulièrement du plan accueil. En effet, le gouvernement a procédé à la rénovation de nombreux services afin de répondre aux attentes et aux exigences des usagers de l'administration monégasque. Les locaux du journal de Monaco ont fait partie de beaucoup de services administratifs qui ont été modernisés. Donc ces travaux ont été effectués et ils ont été parfaitement réalisés. Et c'est important parce que ces locaux accueillent du public, notamment toutes les personnes qui veulent déposer des annonces sur le journal de Monaco, mais aussi les chercheurs qui veulent consulter l'ensemble de ces journaux. Il faut régulièrement rénover les locaux, en particulier les locaux qui accueillent du public, à la fois pour les agents qui travaillent dans ces locaux, mais aussi pour donner au public une image de l'administration qui soit moderne et qui corresponde aux exigences qu'on peut avoir. Donc ces locaux sont particulièrement réussis et je signale que la copie de la première page du premier journal de Monaco, qui à l'époque s'appelait l'Éden. Une nouvelle mise en ligne du journal de Monaco est prévue à la mi-2016. Cette dernière permettra de réaliser des recherches plus ciblées à l'aide tout simplement d'un mot ou d'un thème. Un résumé parfait de l'histoire de la principauté des 160 dernières années. Quelques semaines après avoir remis ses prix littéraires, la Fondation Prince-Pierre de Monaco vient de dévoiler le nom de l'artiste lauréat du prix international d'art contemporain. Une cérémonie dans un lieu intimiste, la Villa Paloma, en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Émilie Rousseau vous en dit plus. Le prix international d'art contemporain remis par la Fondation Prince-Pierre de Monaco récompense une œuvre récente proposée par un professionnel, une œuvre créée au cours des 2 dernières années. Pour ce prix 2016, 3 artistes ont été sélectionnés, 3 femmes, l'Iranienne Natasha Sadragigan, la Britannique Cathy Patterson et l'Italienne Rosa Barba. Après délibération du conseil artistique de la Fondation et à l'issue d'une consultation internationale d'experts, Lorenzo Fusi, directeur artistique du PIAC, a dévoilé le nom de la lauréate. Et il s'agit de Rosa Barba pour son œuvre Subconscious Society, A Feature, un film de 40 minutes en 35 mm.
Je suis très contente parce que oui, c'est un travail très long. Je travaillais très long pour ce projet et c'est bien d'avoir cette recognition. It's very great that these prizes exist. Je trouve ça très bien que ce genre de prix existe. Grâce à cela, les artistes peuvent poursuivre à exprimer leur art, à retranscrire leur message via leurs œuvres. Ils continuent ainsi à faire parler leur imagination et à avoir un soutien de taille en ce sens. Formée à l'Académie des Arts et Médias de Cologne, Rosa Barba explore, décompose et analyse les propriétés matérielles du film. Ici, elle prend pour thème la fin de l'ère industrielle, un thème qui a donc plu au conseil artistique, mais pas seulement. Ce qui était particulièrement intéressant pour nous, enfin pour moi en tout cas, pour moi, je ne vais pas parler pour le jury, dans le travail de cet artiste, c'est d'une part la cohérence de son travail, la continuité de son travail, c'est le cas pour les autres aussi, mais c'est la raison pour laquelle ils ont été sélectionnés en fait. Et puis le fait qu'elle travaille dans le domaine de l'imaginaire et du réel. Ce jeu entre l'imaginaire et le réel est quelque chose d'assez prégnant, voilà. Qui a intéressé vraiment les membres du jury, ce serait à eux d'en parler, mais qui finalement pour nous a un double intérêt. Le premier, c'est de pouvoir nous inscrire dans un mouvement qui nous paraît particulièrement intéressant, nous la Fondation, et le second, c'est de prévoir ce qui va se passer après, puisque vous savez que le prix a deux aspects. Il y a un aspect financier qui aide l'artiste à vivre et qui la récompense, et puis il y a aussi une commande derrière, une aide à la création plus exactement, puisque l'œuvre reste la propriété de l'artiste, sinon que le nouveau musée national va probablement l'acheter, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Donc tout ce jeu-là entre l'imaginaire et le réel nous ramène aussi à la réalité de la Fondation et à son ostentation. Grâce à ce prix international d'art contemporain remis par la Fondation Prince-Pierre, la plasticienne italienne s'est vue attribuer la somme de 40 000 € pour la production d'une nouvelle œuvre qui sera présentée à la Biennale de Sao Paulo en 2016. Cette soirée à la Villa Paloma aura également été l'occasion de récompenser le Taïwanais Xian Chen qui, lui, a reçu le prix pour un essai critique sur l'art contemporain 2015. Le reste de l'actualité, en bref. La Principauté de Monaco a signé un accord de coopération bilatérale avec l'Office européen des brevets. Cet accord vise à développer l'activité du pôle propriété intellectuelle de la Direction de l'expansion économique dans les domaines de l'accès à l'information sur la propriété industrielle avec la mise en ligne des registres nationaux et des informations publiées au Journal de Monaco, les services et outils informatiques avec l'acquisition des données selon le concept de qualité à la source, la sensibilisation et la formation avec la participation à des événements du réseau européen en matière de brevets et à promouvoir des événements de l'Office européen des brevets auprès des professionnels. Passons à une expérimentation au Parc Palace dans le cadre d'un projet d'extension de ses services. Une conciergerie postale va être mise en place afin de faciliter le quotidien des résidents. Les explications dans ce reportage sur des images de Lionel Bernardi. Excellence résident ou encore la poste à domicile, voici le concept de ce nouveau service en partenariat avec la Poste de Monaco et le cabinet Volzoc. Une solution sur mesure pour les résidents du Parc Palace. Concrètement, cela se traduit par la mise à disposition d'un agent de la Poste dans cette copropriété située au cœur du Carré d'Or. Les services proposés en détail, ça sera donc le courrier délivré d'une façon précoce 1 heure avant, ce qui permettra aux intendants de dispatcher le courrier plus rapidement et d'avoir le courrier à disposition d'une façon plus rapide. Le deuxième service, on aura une personne qui est présente ici, Laura, qui sera sur un guichet au niveau du Parc Palace, de façon à recueillir les lettres, les recommandés, les colis, et on s'occupera de tout au niveau de la Poste. Donc la personne n'aura plus besoin de se déplacer à la Poste. On aura aussi le service de mise à jour des procurations au niveau de l'immeuble même, donc avec les intendants qui habitent dans lequel donc on remplira les documents sur place, donc les personnes n'auront plus à se déplacer à la Poste. Et l'autre service aussi, une fois par an, la distribution des annuaires, où les personnes leurs bons n'ont plus besoin d'aller à la Poste, ce seront livrés ici et remis ici directement par notre agent qui sera en permanence ici, avec le système de grooming qu'on va tester avec Chronopost et notre système de Chronopost JG. Donc on est véritablement dans du service à valeur ajoutée au niveau des résidents du Parc Palace. Ce service postal est destiné aux résidents du Parc Palace, mais également aux commerçants de la galerie.
C'est une proposition très avantageuse puisque la Poste nous utilise comme poisson pilote, donc c'est très intéressant puisque c'est sans frais. Et je pense que c'est un service qui est à la hauteur de Monaco, surtout dans un immeuble comme le Parc Palace qui est en plein Carré d'Or. On a une clientèle qui, certaines sont des résidents permanents, d'autres vont et viennent. Donc nous pensons qu'il y a quand même quelques centaines de personnes qui peuvent être touchées par cela. Nous avons une clientèle qui évolue et qui souhaite vraiment de plus en plus de luxe et de rapidité dans le service. Ce service est expérimental et gratuit pour une période de 6 mois. Il sera ensuite payant. Les tarifs seront affinés en fonction de cette période de test. Excellence Résidence, ce nouveau service postal au Parc Palace sera effectif à partir de lundi et devrait peut-être faire des petits. Plusieurs copropriétés sont déjà intéressées. Chaque année, elle est attendue avec impatience. La braderie des commerçants promet cette année encore de belles surprises sous le chapiteau de Fontvieille. Christine Datomel, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia se sont promenés dans les allées. Reportage. Avis aux amateurs de shopping, la braderie des commerçants de Monaco a investi le chapiteau de Fontvieille. C'est le rendez-vous incontournable des bonnes affaires. Tapis, linge de maison, vêtements, chaussures, bijoux, équipements sportifs, jouets ou maroquinerie. Une fois encore, pour cette 19e édition, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Les grandes nouveautés, il y a beaucoup de nouveaux stands de décoration. Ce qui est un petit peu nouveau. Jusqu'à présent, il y en avait un qui venait de temps en temps, mais là, il y a un joli côté avec des nouveaux participants qui font de la décoration. Il y a, comme d'habitude, toujours les vêtements, les chaussures, les jouets, les associations. Donc, on a quasiment 40 commerçants monégasques qui sont sous chapiteau. Et puis voilà, vous arrivez à l'ouverture en espérant que les affaires soient bonnes. Sur les étalages, de grands noms de prêt-à-porter hommes et femmes se mêlent avec frénésie aux collections enfants et accessoires griffés. C'est plus d'une quarantaine de boutiques qui affichent des prix cassés. On a pu faire le tour des stands, on s'est aperçu qu'il y a déjà des stands où il y a des produits à 1 €. Donc c'est déjà très intéressant. Je ne sais pas quand il faut dire aux téléspectateurs de venir vite pour faire les bonnes affaires. Fidèle à ses habitudes, l'UQAM soutient les actions du cœur avec un espace dédié aux associations caritatives monégasques, les aidant ainsi dans leur récolte de fonds. Rendez-vous donc sous le chapiteau de Fontvieille, mais attention, soyez attentifs, aucun article ne sera repris ou échangé. Coup de projecteur à présent sur un jeune réalisateur qui participe au Nikon Film Festival. Kevin Delanne y présente un court-métrage intitulé « Je suis offline ». Émilie Rousseau a rencontré cet enfant du pays. Mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est quoi cette valeur de plan? C'est un plan américain, non? Justement, on avait dit original, change-moi ça. Il faut se démarquer des autres. Comme ça? Bah non, on voit plus rien là. Bon, là c'est mieux. Ouais, mais change le décor là, ça colle pas avec l'intrigue, c'est déjà vu. Oh là là, ok, bon, on les met à la plage. Ils sont pas un peu trop vieux au fait? On leur donne la vingtaine alors. Franchement, c'est pas mieux que tout à l'heure. Oui, remets le vieux. Et change de lieu. C'est un jeune réalisateur plein d'ambition. À 27 ans, Kevin Delanne participe pour la 3e fois au Nikon Film Festival, un festival de courts-métrages qui chaque année a son thème tel que le souvenir, le choix ou encore l'avenir. Celui de cette 6e édition est le geste, et ce sous toutes ses formes. Kevin Delanne a lui choisi de pointer du doigt notre dépendance aux nouvelles technologies à travers cette réalisation « Je suis offline ». J'ai plus internet, la box est out. Attends, je regarde sur mon portable comment faire pour la rebooter. Bon, vous me dites quand c'est bon, je vais jouer à Candy Crush. Ouais. Putain, Mika! Regarde, j'ai plus de 3G. Ils ont peut-être des problèmes, on a qu'à les appeler. On est dimanche. Chérie, Candy Crush, ça marche plus. C'est pareil, ça passe par internet. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, on va trouver une solution. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez du réseau chez vous. Non, on n'a rien. Parce que j'étais en train de regarder une vidéo d'une femme de chat, enfin des... Je vais vous laisser. Ouais, bon courage. J'ai eu une petite période de vacances tranquille, isolée d'internet et même de téléphone, et en fait ça m'a littéralement énervé et agacé. Et en prenant du recul en fait sur cette chose-là, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça peut être intéressant de peut-être pointer du doigt cette dépendance technologique qu'on a, donc ce geste qu'on a de tout le temps faire les mêmes clics sur le téléphone, sur Facebook et autres. Enfin, c'est vraiment cette dépendance qu'on a aux réseaux sociaux qui a totalement révolutionné notre façon de vivre depuis ces 10 dernières années.
Et donc du coup j'ai voulu pointer la façon absurde dont on réagit quand on n'a plus de réseau. Donc j'ai pas eu à chercher bien loin, mes proches, ma famille, moi-même. Et j'en ai fait donc du coup un résultat en 140 secondes que j'ai essayé de bien rythmer. Et voilà, et, une perte de repères et dans un monde que je considère un peu comme apocalyptique, mais sans zombies. Mec, il m'est arrivé un truc trop chelou chez moi. J'ai plus internet, je crois que j'ai chopé Adopi. Quoi, il y a Adopi qui est venu chez toi? Boulot, s'il n'est pas venu physiquement, je l'ai chopé en virus et tout. Bonjour, vous aussi vous avez des problèmes? Oh, je sais pas ce qui se passe dedans, mais c'est la panique générale. Ce qui paraît, c'est la technologie qui marche plus. De toute façon, moi j'ai jamais rien compris à tout ça. Mon temps, on s'en sortait mieux avec un bon livre. Ouais, c'était mieux avant. Ça marche pas. Attends, j'ai une mémoire de réseau, je crois. 140 secondes pour exprimer sa vision des choses et ici en l'occurrence son propre vécu. Cet événement est l'occasion pour l'enfant du pays d'avoir un retour sur son travail, d'autant plus que le jury de ce festival est composé de professionnels du cinéma. Il est d'ailleurs présidé par l'acteur Jacques Gamblin. Ça ressemble pas à une fin du monde ça? Et pourtant il n'y a pas de zombies. Le Nikon Festival, je trouve, offre une énorme visibilité sur Internet. Et pour moi, je suis un enfant d'Internet, on peut dire ça la génération Y, mais c'est quelque chose qui m'importe plus même que la télé. J'ai été bercé à la télé et j'ai évolué sur Internet, qui est pour moi un nouveau média qui va vraiment, dans les années encore à venir, ça en perpétue l'évolution. Donc du coup, il faut vraiment que ça... je trouve que ça a une importance cruciale. Et du coup, voilà, j'ai voulu voir un petit peu ce que je valais et ça me permet aussi d'avoir un retour des gens, avoir un book, me permet aussi d'avoir, que les gens me connaissent un petit peu pour ce que je fais. Enfin voilà, avoir un petit peu une reconnaissance dans le métier et même aussi public, ce qui est mine de rien très important si on veut continuer à évoluer aussi dans ce que nous faisons. Je suis offline ainsi que tous les autres films en compétition sont visibles sur le site internet du festival. Les noms des 50 réalisateurs sélectionnés seront annoncés le 20 janvier 2016. Leurs réalisations seront ensuite projetées au Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand pendant des projections officielles. À noter que 5 prix sont mis en jeu tels que le Grand Prix du jury ou celui du public. Et pour soutenir Kevin Delanne et son court-métrage, il suffit d'aller sur le site internet du Nikon Film Festival, le www.festivalnikon.fr. Pour rappel, son court-métrage s'intitule « Je suis offline ». Football, en bref, avec le match nul de Monaco à l'extérieur jeudi soir en Ligue Europa, un partout à Karabagh en Azerbaïdjan. L'ASM laisse par conséquent sa place de leader de groupe à l'équipe de Tottenham. Nous y reviendrons à l'issue de ce journal. Sport toujours, une grande soirée boxe en perspective samedi, la nuit des champions dans la salle des étoiles dans le cadre du Monte Carlo Boxing Bonanza. Et la pesée vient juste d'avoir lieu en présence de Frédéric Hélion, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. C'est le passage obligatoire avant de pouvoir enfiler les gants et monter sur le ring, la pesée, traditionnel rituel au cours duquel les boxeurs montent sur la balance pour vérifier que leur poids est bien conforme à celui de la catégorie dans laquelle ils boxent. Tous les moyens sont bons pour perdre les quelques centaines de grammes nécessaires. Depuis ce matin, je n'ai pas été déjeuner. Tout le monde, ma team, ils ont été déjeuner, ils m'ont enfermé dans la chambre. Pour des boxeurs expérimentés comme Yuri Kalenga, la pesée est désormais une formalité. En début de carrière, l'exercice est plus difficile à appréhender. Mes premiers combats professionnels, je tremblais à chaque fois quand j'allais à la pesée, mais là maintenant je suis calme, je suis posé. Le premier combat, c'est être au poids déjà, parce que tu es déjà battu premièrement si tu n'es pas au poids. Donc tu dois aller courir, tu dois faire ça, et tout ça, ça fatigue. Donc j'avais du mal dans mes premiers combats. Maintenant, vu que j'ai déjà fait plusieurs combats et un championnat du monde dans la catégorie, maintenant j'ai cette facilité là de faire mon poids. Une fois dans sa carrière pourtant, El Toro a dû combattre un adversaire bien plus lourd que lui. Moi, on m'avait prévenu 2 semaines avant, non, le gars on va te faire venir, il faisait 88 kilos, essaye pas de dépasser, machin. J'ai tout fait, j'ai fait 88 kilos, le gars il est venu, il a fait 118 kilos. Donc j'étais obligé, parce qu'après c'était quand même mon 3e combat professionnel à Gravelines. On était obligé de faire le combat parce que le jour même, on ne pouvait pas chercher un autre adversaire. Et je l'ai battu carrément au point. Et franchement, j'étais content de moi. Yuri Kalenga montera sur le ring samedi soir à l'occasion du Monte Carlo Boxing Bonanza. Début des combats amateurs à 17h45 et professionnels à 18h30.
Nous y serons et nous y reviendrons d'ailleurs en début de semaine prochaine. Il est temps d'accueillir notre invité du week-end. Et notre invité du week-end, Jean-Albert Vergniaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des cofondateurs du MIX, le Monaco International Clubbing Show. Pour les téléspectateurs qui ne sont pas forcément du monde de la nuit, qu'est-ce que le MIX? Alors le MIX est un événement qui rassemble en fait deux concepts. Un salon pour les professionnels du CHR festif, donc les hôtels, les restaurants festifs, les boîtes de nuit bien sûr, et également un festival de DJ. Et tout ça s'enchaîne de 14h jusqu'à 5h du matin au Grimaldi Forum, les 4, 5, 6 et 7 novembre. Alors du coup, c'est ouvert aux professionnels, au public. Qui peut venir ici? Alors c'est réservé aux professionnels, mais en fait, dans ce concept et dans ce salon, on a beaucoup de projets. C'est avant tout un salon pour justement aider les entrepreneurs qui ont des nouveaux projets à trouver les bons fournisseurs. Donc effectivement, les personnes qui ne sont peut-être pas encore professionnelles mais qui sont en devenir, puisqu'on en a beaucoup, peuvent prendre les tickets directement sur Internet. Et qu'est-ce qui s'y fait concrètement? Vous avez parlé de soirées, il y a plusieurs soirées, il y a des soirées à thème. Je sais qu'il y a les Energy DJ Awards par exemple. Qu'est-ce qui se passe pendant le MIX pendant ces quelques jours? Alors pendant le MIX, on reçoit plus d'une centaine de fournisseurs qui sont axés sur le son, les boissons, lumière, technologie, design. Et donc le but du salon, c'est vraiment de faire une interaction entre les professionnels et les fournisseurs, de pouvoir faire de la vente directe sur les stands et également des relations publiques avec des marques qu'on connaît tous comme Coca-Cola ou Monster. Et derrière ce concept, afin de fédérer un peu cette profession, nous avons donc les soirées avec les Energy DJ Awards qui récompensent les plus grands DJ du monde qui étaient là donc mercredi soir. Avec Avicii, je crois qu'il y a... Alors Avicii qui a gagné, David Guetta, et on a eu également une exclusivité mondiale puisqu'on a eu un set de Axwell et Ingrosso, les anciens de la Swedish House Mafia qui sont revenus en fait maintenant sur la scène. Des Energy DJ Awards. Quel est l'intérêt concrètement pour des professionnels de venir ici? Ils ne se contactent pas en dehors du MIX. Quel est l'intérêt? Alors assez difficilement puisqu'en fait la saison pour eux est assez longue et assez dure toute l'année et puis surtout la saison estivale. Vous savez, le MIX c'est vraiment un concept unique au monde. On a des salons de l'hôtellerie, on a des salons spécialisés et assez massifs dans des grandes capitales. Mais il n'y a pas de salon vraiment spécialisé pour les problématiques de la nuit. Et d'ailleurs, des syndicats de la nuit aujourd'hui sont en partenariat avec nous de manière exclusive et font des conférences tous les jours sur les problématiques qui sont les problématiques de ces métiers. Et c'est pour cela que le MIX est vraiment unique et a pris toute sa place ici à Monaco. Mais des contrats, pour que les téléspectateurs comprennent bien, des contrats sont signés ici, on parle de quoi? Enfin, les professionnels de la nuit parlent de quoi? Des nouveaux types de soirées, on parle de quoi ici concrètement? Alors, d'abord, il y a bien sûr les boissons. Les boissons sont essentielles dans le milieu de la nuit, donc les contrats avec les fournisseurs de boissons sont très importants et se concrétisent ici, ou du moins les échanges, les prises de contact se font ici. Après, en termes d'équipement, le son, la lumière représentent des gros postes de budget aujourd'hui dans les établissements. Donc il est vrai que soit sur le salon ou soit post-salon, en tout cas les professionnels viennent prendre des informations sur les nouvelles technologies. La LED notamment est une technologie qui évolue énormément et les prix également. Est-ce que le MIX, puisque vous en êtes à la 6e édition ici à Monaco, est-ce que le MIX s'exporte? Oui, on a fait notre première édition en Asie, donc à Macao, Venetian Hotel, en mai dernier. Et donc on a signé avec Reed Exhibition pour 3 ans sur le marché asiatique, qui est un marché un petit peu différent que le nôtre au niveau européen, de ce qu'on peut appeler de manière plus générale le clubbing, mais qui a une demande de plus en plus croissante sur les discothèques et le monde de la nuit. Et en projet, donc on a également Miami. Alors vous allez me dire encore un M, forcément, ouais. Avec le MIX, 3 villes en M. Et ça vous arrange du coup? Ça nous arrange, oui, bien sûr. Mais ce n'était pas prévu au départ. Et donc Miami, oui, en 2017, en projet. Quelles sont les tendances du clubbing? Est-ce qu'on est toujours dans les soirées mousse et les élections de Miss T-shirt mouillé ou les tendances ont évolué avec les années? Je dirais que oui, surtout les tendances aujourd'hui, c'est d'être connecté. On a la technologie qui entre vraiment aujourd'hui dans le monde de la nuit, que ce soit pour se connecter à l'intérieur des soirées, pour consommer, acheter des tickets, des bouteilles. Donc c'est vrai que la technologie a vraiment un peu pris le pas dans le monde de la nuit. En termes aussi de décoration, de design, les effets lumineux, la lumière a vraiment tout changé aujourd'hui quand on crée une discothèque. Et également dans les consommations de boissons. Aujourd'hui, c'est vrai que je dirais que dans le monde de la nuit, les clients veulent boire mieux.
et veulent boire surtout ce qu'ils ne peuvent pas retrouver chez eux. Ils veulent boire des produits différents, des produits nouveaux. Donc c'est pour ça qu'on a chaque année des nouvelles tendances en termes de boissons. Alors dernière question, parce que le mix touche à sa fin. Quel est le bilan de cette 6e édition? Un bilan positif. Il reste encore à avoir les chiffres des fréquentations, le retour des exposants, mais on a eu 2 très belles journées avec pour l'instant des bons retours de la part de nos exposants et surtout des soirées qui ont été animées et bien remplies au Grimaldi Forum. Voilà la 6e édition donc, du Mix qui s'achève ce vendredi. Merci d'avoir répondu à nos questions, à mes questions. On se quitte avec la météo. Merci. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, une belle journée, un ciel bleu et de rares nuages. Les températures sont très agréables de 15 à 21 degrés. Dimanche, le maintien d'un temps sec et calme. Les températures restent supérieures au normal de 16 à 22 degrés. Lundi, encore des douceurs. Une belle journée, il fera de 16 à 21 degrés. Et enfin mardi, toujours du soleil et des températures stationnaires comptées de 16 à 21 degrés également. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.